Samedi 9 mars de l'an 2019, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être une fois encore au rendez-vous hebdomadaire de votre émission de décryptage de l'actualité politique nationale de la semaine sur ESAE Télévision. Ce jour, sur les 4 invités attendus, 2 ont bien voulu répondre à notre invitation. Il s'agit de Fernando Ressou. Il est journaliste, analyste et reporter sportif. Il sera face au directeur de publication de La Dépêche, qu'on ne présente plus sur les plateaux d'émission de ESAE Télévision. Il s'agit bel et bien de Josperzo Anago. Avec eux, il sera question du délibéré de la Commission électorale nationale autonome Sénat au sujet des élections législatives de 2019 le 5 mars dernier. Ils essaieront également d'apprécier la rencontre du chef de l'État Patrice Talon avec la classe politique dans le cadre de l'organisation des élections législatives d'avril 2019. Sans plus tarder, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, se fera avec Josperzo Anago. Bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour téléspectateurs de ESAE TV. Merci d'être toujours disponible pour les amis internautes de ESAE TV. C'est un devoir. Vous êtes face à Fernando Ressou qui nous est revenu. Bonjour. Finalement, enfin, on vous a eu. Oui, et ça me fait énormément plaisir d'être là, tout simplement parce qu'il y a une dizaine d'années que je n'ai plus vu cette tête qui est en face de moi. Cette tête avec qui j'ai traîné mes bosses dans la presse béninoise. Nous avons fait des combats plus durs que les durs combats d'Achukwa. Et aujourd'hui, les jeunes que vous êtes heureux de naviguer dans la liberté de la presse. Au début des années 90, c'est nous, sous la pluie, sous le vent, sous les cocotiers. Les trucs de STPA là. Les hangars où les gens prennent les arrêts de bus. Les gens ne savent même pas ce qu'on appelle SDPA. On faisait des réunions là pour en arriver à là où nous sommes. Il y avait donc vous avez fait de grands combats. Et à un moment donné, les associations naissaient comme les partis naissent dans notre pays. Et nous sommes arrivés à fédérer nos ardeurs, à faire en sorte qu'aujourd'hui, on ne parle plus que de l'UPMB et du patronat. Voilà. Bravo. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça a été. Qu'ils aillent se ressourcer, ces jeunes, qu'ils aillent se ressourcer. Juste parce qu'on est la maison des médias. Donc j'ai été le tout premier directeur. Voilà. On va se rapprocher de vous. On va se rapprocher de vous. C'est pour ça qu'on ne vous lâche d'ailleurs pas. Alors, Josperzo, en tant que journaliste, en tant qu'analyste politique, comment avez-vous reçu ce délibéré de la Commission électorale nationale autonome Sénat qui, après examen et étude des dossiers, estime que les deux partis qui sont en conformité avec les législations en vigueur sont l'Union progressiste et Bloc républicain? Non, mais cela a suscité en moi deux sentiments. Le premier, ce que je pourrais appeler le soulagement pour ce qui est du respect du timing. On attendait la Sénat le 6, elle s'est empressée déjà le 5 pour se libérer. Parce que là, c'était un poids. Pourquoi vous parlez de libération? Oui, la Sénat s'est libérée, peut-être au détriment ou au dépens de quelqu'un d'autre, je ne saurais le dire, mais tout au moins, c'est que on a eu cette impression que la Sénat... Mais dans le contexte donné, c'était une patate chaude. Oui, tout à fait, c'était une patate bien chaude. La Sénat s'en est débarrassée, et à bon dos d'ailleurs, parce que c'était pas évident. Il y avait déjà des dissensions internes, des brouillons courus au niveau de la Sénat, ça ne s'entendait plus. Il y avait des rumeurs qui avaient circulé. Et puis, dans ce brouhaha, dans ce tintamarre et tout, le président de la Sénat a pu tirer son épingle du jeu, même si, à l'arrivée, ça c'est le deuxième sentiment qui m'anime, ça a été un résultat, je dirais, mieux que mitigé. C'était désastreux qu'on en arrive à deux partis de la mouvance et qu'on envoyait chichement en compétition. Voilà les sentiments qui ont été les miens à se prononcer. À se prononcer. Alors, Fernando Ressou, est-ce qu'on peut en tirer la conclusion de ce qu'il n'y a que uniquement ceux qui ont voté ces législations qui maîtrisent les tests, puisque beaucoup ont été recalés parce qu'ils n'avaient pas pu interpréter certaines dispositions, mais comme on connaît l'Union progressiste et le Bloc républicain, c'est un condensé de députés du bloc de la majorité parlementaire. Je ne peux pas être d'accord avec cette façon de voir les choses dans la mesure où et Bloc républicain, et progressiste, et mouvance et opposition
tout le monde s'est dépêché d'aller voir la Sénat pour comprendre comment les choses vont se passer. Ça veut dire ce que cela veut dire. Et vous vous rappelez, lorsque le débat se faisait autour de ce projet de loi, on s'est retrouvés ici, j'étais avec d'autres confrères, et j'avais déjà vu le danger venir. Je ne vais pas revenir sur le débat, mais je me rappelle avoir dit, mouvancier comme opposant, s'ils adoptent cette loi telle qu'elle, le moment venu, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Et ça n'a pas raté. C'est pourquoi j'ai lu un titre quelques 48 heures avant que la Sénat ne se prononce à quoi joue la Sénat. Et le hasard a voulu que, lorsque j'ai vu ce journal, j'ai rencontré le président de la Sénat quelque part et je le lui ai offert. Il était avec un autre de nos amis de la presse, Sani Rock, pour ne pas le nommer. Et le président, quand il a vu à quoi joue la Sénat, il m'a regardé. Vous êtes sportif, non? La Sénat joue au football. Je vais vous dire ceci. Oui. Moi, lorsque nous avions relancé le mouvement associatif au niveau de la presse béninoise et que nous avions créé l'UPMB, le CNPA et l'ODEM, malgré tout ce qu'on disait, moi je disais, je préfère rester à l'ODEM. Pourquoi? À l'ODEM, vous êtes à l'aise. Le code d'éthique et de déontologie est là. C'est placardé dans toutes les rédactions. Et donc, quand un journal sort, moi je prends l'article, je lis l'article, je m'en réfère au code d'éthique et de déontologie. A-t-il respecté les règles du jeu? Ce que dit le code, c'est oui ou c'est non. Ou c'est non. Vous comprenez? Je dis c'est oui ou c'est non. Est-ce que la démarche contradictoire a été observée? C'est oui ou c'est non. Je veux écrire, on a déclaré quelque chose contre Jo Perzo Anago. Et je veux écrire. Je ne prends pas la version de Jo Perzo Anago. J'écris. Même si je dis après que j'irai le voir, non, monsieur, non. Vous êtes déjà passé à côté. C'est impartial. Alors, la Sénat, la loi électorale est là. Les dossiers des partis politiques sont là. Que dit la loi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier? Il y a des dossiers, il leur manque une ou deux pièces. On n'a même plus besoin d'ouvrir leur enveloppe. C'est clair et c'est net. De côté. Il y en a. Tous les dossiers sont dedans. Mais il y en a qui sont erronés. Que dit la loi? De côté. Il y en a. Et on retrouve des candidats sur la liste A, les mêmes candidats sur la liste B. Le code l'interdit. Vrai ou faux? Oui. Allez. Et puis, tranquillement. Et puis finalement, il reste deux partis. Il reste deux partis. Et ce sont des sœurs siamoises. Et ce sont des sœurs siamoises. Alors, et là, ça nous interpelle. Ça vous interpelle. Et là, c'est grave la situation. C'est grave la situation. Justement, face à cette situation que le chef de l'État, Patrice Talon, a qualifiée de préoccupante, il a cherché à rencontrer la classe politique le lendemain de ce délibéré de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Étaient attendus les 10 partis politiques de la classe politique, mais on a constaté que sur les 10, il y en a 4 qui se sont absentés. Il s'agit bel et bien de Force Correspondant émergent, FCBE, Restaurer l'Espoir, RE, Union Sociale Libérale et Dynamique Unitaire pour le développement de la démocratie, DUD. Jos Perzo. Oui, pourquoi vous peinez-vous tant, chers confrères, à citer les partis? Je vous aurais aidé volontiers en vous écourtant cette démarche, parce qu'il s'agissait simplement de l'opposition. N'était pas... Il y a également Dynamique Unitaire pour le développement qui se réclame de la mouvance présidentielle. Il y avait l'opposition qui n'était pas favorable à la nomenclature. Il y a FCDB qui se réclame de l'opposition qui était... Puisque je me réserve le droit d'apprécier
moi, de par mes analyses, Allez-y. et la population ou l'opinion observe, hein, Tout à fait. et l'opinion sait qui sont ceux qui sont de l'opposition et ceux qui sont de la mouvance. Et ceux qui sont de l'opposition constructive également. Je me suffis déjà à cela. Et puis, pour dire donc et répondre à votre préoccupation, que oui, en fait, il n'y a pas que 10 partis. Bon, il y a les partis politiques, mais il y a ces 10 formations politiques qui devraient répondre à cette invitation du chef de l'État. Quand vous dites ces 10 formations politiques, c'est DIX ou DITS? X à la fin. Bon, d'accord. Je veux être... Non, mais je le connais, il est pointilleux sur ces détails. Bon, alors, ces partis de l'opposition ont jugé inopportun de se présenter parce que juste après, ils ont envoyé une missive. Moi, je voudrais l'appeler missive pour édulcorer un peu les choses. Ils ont envoyé une missive au chef de l'État dès réception de son invitation et pour lui signifier un certain nombre d'anomalies et que si les conditions étaient remplies selon cette missive, l'opposition se serait volontiers déplacée au palais de la présidence. Cela n'a pas été fait, visiblement, et puis ces animateurs des partis de l'opposition ont préféré ne pas répondre à l'appel du chef de l'État. Voilà un peu donc la lecture que moi je fais de cette situation. Cependant, ceux qui étaient restés sur place sont aussi des partis politiques. Le chef de l'État, au regard de ce qui s'est déroulé par la suite, on se rend compte qu'il a tenu compte de certaines problématiques qui ont été soulevées par la classe politique, surtout par l'opposition politique. Donc, moi, c'est ce que je retiens pour l'heure de ce qui s'est passé à cette rencontre du chef de l'État. L'opposition n'y était pas, mais l'opposition a eu une oreille attentive, me semble-t-il. Je reviens pour qu'on puisse débattre du fond de cette rencontre. Fernando Ressou, l'opposition absente à cette rencontre avec le chef de l'État, vos appréciations? Je ne suis pas forcément pour la politique de la chaise vide. Je n'ai jamais été pour, mais à des moments donnés, il faut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que les gens ont agi comme ça. Et quelques jours plus tôt, vous avez vu, lorsque le deadline venait au galop, il y a eu une démarche de rencontre avec le chef de l'État. Ça ne s'était pas bien passé. Ça ne s'était pas bien passé du tout. À votre avis? Pourquoi dites-vous, à mon avis, la belle preuve? Si cela s'était bien passé, est-ce qu'on aurait eu le résultat qu'on a eu? Pas du tout. Est-ce que le chef de l'État avait eu la même posture à cette première rencontre qu'à la dernière? Si je prends les différentes postures que le chef de l'État a eues. Et à partir du moment où les gens ont tiré la sonnette d'alarme, le pouvoir est resté sourd, même muet et aveugle sur la situation, et on s'est retrouvé maintenant au pied du mur. En impasse. Je vais vous donner juste un petit exemple. Avant même qu'on en arrive là, il y a eu un débat sur une chaîne que je ne vais pas nommer pour ne pas poser d'autres problèmes. Quelqu'un est venu dans ce débat-là pour la mouvance et a dit: le thème tel que libellé, je ne suis pas d'accord. Tant que vous n'allez pas changer ça, parce que vous dites va-t-on vers l'impasse? Pourtant. Pourquoi est-ce que vous allez dire ça? Vous ne devez pas dire ça. Pourquoi dire va-t-on vers l'impasse? Il n'y a pas d'impasse possible. Parce que, où en sommes-nous aujourd'hui? Maintenant, voilà que le président de la République lui-même dit, nous sommes dans l'impasse. Et il faut qu'on en sorte. Comment allons-nous en sortir? Faisons le maximum de sacrifices pour sortir de l'impasse. Et pourquoi n'avoir pas adopté cette posture auparavant? Je vous dis, les enjeux ont sûrement changé. Je vous dis, nous sommes dans un pays comme le Bénin et nous nous connaissons. Vous prenez Bloc républicain, vous prenez Union progressiste, c'est eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et quelqu'un qui est au pouvoir
ne peut pas être dans les rangs. Vous me suivez? Oui, allez-y. Quelqu'un qui a un pouvoir. Il ne peut pas se mettre dans les rangs pour obtenir le même dossier que moi. Même si j'étais là avant lui. Pourtant, on a écouté des députés qui ont dit qu'ils ont, Suivez-moi bien. d'obtenir. Quand j'ai commencé à parler, j'ai dit nous sommes dans un pays comme le Bénin. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? La particularité est là. Parce que nous connaissons. Je dis, nous connaissons. Nous connaissons. Alors, même sur le campus, oui. Quand on faisait les rangs pour aller prendre notre repas, il y avait des resquilleurs. Il arrive que les gens du bureau exécutif de la coopérative universitaire, quand ils viennent là, ils n'ont toléré, et puis vous leur cédez les places, ils passent. Maintenant, nous revenons. Laissez-moi. Parce que c'est extrêmement important. On a compris votre Dans un pays où les gens, aller payer ses impôts n'est pas le sport national. Tout à fait. Dans un pays où l'électrification n'est pas partout, mon village à Ouaya n'a pas le courant. La connexion Internet. Dans un pays où le débit Internet est ce que nous savons, vous voulez obtenir un document on vous impose d'aller sur en ligne. Et vous allez l'obtenir comment? Je vous dis, mais ce n'est même pas possible. Donc, quand ça arrive comme ça, ce sont les privilégiés seuls qui se tirent d'affaires. Qui arrivent à se tirer d'affaires. Qui arrivent à se tirer d'affaires. Alors, voilà. Georges Perzo-Alago, dans le fond de cette rencontre, est-ce que les échanges vous ont convaincu, les différentes interventions de part et d'autre? Je ne voudrais pas décevoir certaines personnes, mais je voudrais dire ceci. Il n'y a pas eu véritablement d'échange à ce que je sache. Le chef d'État s'était retrouvé dans une situation où il fallait qu'il se dégage d'une situation étriquée. Il fallait pouvoir le faire avec des interlocuteurs. Je n'aurais jamais voulu être à sa place, hein, c'est vrai. Ce jour-là, tout au moins. Et puis, voilà, il fallait forcément avoir des interlocuteurs. Il s'est retrouvé avec quel interlocuteur? Avec la maison, avec les amis et tout. Mais il fallait débattre de problèmes sérieux. Les responsables des partis politiques. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Que vous qualifiez d'amis. Vous pouvez m'indiquer quelqu'un avec qui n'est pas à tu et à toi, avec qui n'ont pas d'acquaintance philosophique au plan politique. Parmi tous ceux qui y étaient, citez-moi un seul. Mouel n'est pas ami au chef de l'État. Le PRD n'est pas ami au chef de l'État. Et FCDB. Le grand ami, écoutez, pour la petite histoire, je ne lui en veux même d'ailleurs pas. Les belles prières qu'il a, du moins les séances de prière ou de prêche qu'il a organisées au nom du chef de l'État, cela doit faire à peine 2 semaines. Il n'y a que les amis qui peuvent quand même penser à vous à ce point. Donc le chef d'État était parmi ses amis. C'était une bonne chose. Mais pour autant, il n'y avait pas eu d'échange. C'est dû à l'absence de la classe politique de l'opposition. Je ne voudrais pas m'en réjouir, mais je voudrais dire ceci. Mon confrère l'a si bien illustré tout à l'heure, et c'est à son actif d'ailleurs. La lettre, la toute première lettre qui avait été introduite au cabinet du chef de l'État ou au chef de l'État, qui avait précédé la première rencontre, disait « Monsieur le Président de la République, je schématise, hein, nous voudrions bien nous entretenir avec vous. Nous, classe politique. » À l'arrivée, le chef de l'État les invite. Et à la limite, il donne même le nombre de représentants par formation politique. Et il a choisi délibérément de ne pas faire venir les autres. L'opposition avait envoyé un courrier au chef de l'État pour demander à ce que ce soit toute la classe politique qui puisse se retrouver autour de lui. Ça, c'est la première lettre. Le chef de l'État n'est pas allé dans ce sens. Il a préféré les inviter, eux, de l'opposition. Et là, vous avez vu les échanges rugueux et tout le reste. Mais ceux du 6 mars. Ils en ont tiré leçon. Voilà, ils en ont tiré leçon. Et voilà encore, on les invite. Ils ont dit, ils l'ont bien expliqué dans leur lettre-réponse au chef de l'État. Que nous ne pouvons pas y être parce que si ces conditions-là ne sont pas remplies, nous risquons de nous retrouver dans le même schéma que la première fois. Nous ne voulons pas le faire. Mais est-ce que le discours du chef de l'État le 6 mars vous a convaincu, vous?
Est-ce que vous êtes satisfait? Je vous en prie, non pas totalement, mais je ne m'attendais pas à mieux de la part du chef de l'État. Mais il était louable quand même que le chef de l'État puisse adopter cette posture. Il n'y avait pas mieux à faire ce jour-là pour peu que l'on ait encore un peu d'amour pour les siens. Il n'y avait pas mieux à faire. Ceux qui pensent que le chef de l'État a fait montre de je ne sais quoi, il y a eu des trouvailles qui ont été balancées un peu partout. C'est-à-dire, certains trouvaient en lui un génie, certains trouvaient en lui un surhomme, et que sais-je encore. Le chef de l'État était dos au mur. Il faut appeler les choses par leur nom. Il a abdiqué le plus simplement du monde, parce qu'il n'y avait plus autre chose à faire, à moins de vouloir ce que personne ne souhaite. C'est ça, le chef d'État était dos au mur. Non, le chef d'État a abdiqué. Il a abdiqué, mais c'est dans l'intérêt supérieur de la nation. Mais on a dit dans l'intérêt. Il s'est vu dans une situation où il ne peut plus, à moins de vouloir autre chose, il ne peut plus avancer. Et bien là, le discours dont vous parliez, tantôt, il a libéré, il a délivré. C'est ça le problème. Et qu'est-ce qu'il a dit? Allez en profondeur dans les propos du chef de l'État pour comprendre qu'il en appelle maintenant à toute la classe politique. Pour l'obtention d'un consensus. C'est important. Ce qu'on pouvait déjà avoir eu depuis longtemps. Depuis longtemps, bien avant que l'opposition nous demande à être reçue par le chef de l'État. Lorsqu'il les a reçus, nous on a placardé à la une de notre journal. On a pris les propos du chef de l'État à la première rencontre. On a repris les propos et c'est là où on a dit il a abdiqué. Mais celui-là qui tenait ce langage, j'aimerais bien que vous soyez là, ben, c'est pas de ma faute si vous n'y êtes pas. Hein. Il a dit, quelques jours après, qu'il ne comprend pas qu'une telle élection puisse avoir lieu sans que l'opposition n'y prenne part. Mais là, c'est le jour et la nuit. Donc dire donc que le chef d'État avait le dos au mur, c'est peu dire. C'est peu dire. Je dis Josper Zoanago. Fernando Jessou, le chef de l'État a abdiqué selon Josper Zoanago, mais il recommande aujourd'hui qu'on puisse retrouver le consensus autour des différentes législations pour que véritablement les choses puissent se passer de manière convenable. Je comprends la position de Josper Zoanago. Mais il y a quelque chose que j'ai toujours fustigé dans notre pays. Nous mettons des blocs, des baignots. Et nous Je vous dis, c'est fondamental. Moi, personnellement. Ce que le président Talon a dit, je ne vais pas dire seulement que ça me réjouit, mais ça m'a rendu heureux. Ah bon? Je vous dis, j'étais heureux. Je ne peux pas vous dire les sentiments de bonheur qui m'ont envahi quand j'ai entendu le chef de l'État parler. En ces termes. En ces termes. C'est-à-dire les propos choisis, le ton. Et il est resté constant du début jusqu'à la fin parce qu'il a apprécié à sa juste valeur la délicatesse de la situation. C'est ça. Je dis à sa juste valeur. Au même moment, il y a des gens qui sont sur la liste des républicains et d'autres sur la liste des progressistes qui ont déjà sabré le champagne. Oui. Partis avec que ces deux listes-là. Donc ils étaient sûrs, ceux qui étaient tête de liste, ou députés. Ils n'ont même pas eu Koïna. L'incongruité de la situation. Le caractère avilissant pour l'image de notre pays. Mais écoutez un peu la presse internationale depuis 72 heures. Mais je suis malade. J'étais malheureux. Mais c'est le discours du chef de l'État qui m'a donné le sourire. Et je peux vous assurer, c'est curieux, c'est autour de 22 heures. Lorsque j'ai suivi la reprise de la séance à la radio, je vous dis le jour là, c'est autour de 22 heures que
je me suis mieux senti dans la journée. Sinon, tout ce qui se disait sur les radios au plan international, ça ne nous honorait pas, s'il vous plaît. Mais ça ne disait rien. La belle preuve, vous avez entendu certaines déclarations devant le chef de l'État, de ses partisans. Et mieux, il y en a qui ont dit, bon, Togan Odoeton, c'est-à-dire le chef de l'État a déjà dit pour lui, on va se retrouver, mais quel que soit Alpha, on va reconduire la même chose. J'ai dit, ceux-là, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Que Dieu les pardonne. Que Dieu continue d'éclairer le président de la République. Oui, perso, le président était au pied du mur, mais il aurait pu. C'est lui qui a le pouvoir là où on est. Tout à fait. Jusqu'à demain, là, le fait. président de la République, chef suprême des armées. Oui, bien sûr. Il s'appelle Patrice Athanase Guillaume Talon. Tout à fait. Le président de la magistrature. Mais les conséquences... Mais c'est ça, non? Mais les conséquences existent aussi. Et vous pouvez me laisser dire... Développer pour vous dire que celui qui a tout ça, là, toute cette puissance-là, il aurait pu dire, mais beau et beau. Et il fonce. Très bien. Mais il a dit... Enfin, des gens ont dû lui parler. Mais jusque-là, les gens lui ont parlé. Oui. Et il a botté ça à la touche. Maintenant, son cœur lui a parlé. Il a suivi son cœur. Franchement, moi, je lui dis bravo. Mais, je lui demande d'être vigilant. Sinon, il sera encore reconduit dans le décor. Parce que ceux qui l'entourent aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils sont en train de le soutenir, Les faucons. les faucons, C'est les faucons. ils ne voient pas d'un bon œil cette posture du président de la République. Et c'est là ma préoccupation à moi. Et c'est là où j'en appelle à mon ami et jeune frère Diogbenou, qui aujourd'hui est à la tête de l'institution la plus importante de notre pays. Qu'il n'oublie pas que tous ses prédécesseurs, à leur corps défendant, en arrivent à prendre des décisions salvatrices pour notre pays, en arguant du fait que tout ce qui a fait le bonheur et l'équilibre dans ce pays depuis l'historique conférence des forces vives de la nation, c'est cette affaire de, comment on appelle ça? D'équité, d'équilibre. Ils ont dit, ça doit prévaloir à tout moment. Ça doit prévaloir à tout moment. Dès que ça sort, je crois qu'on rentre dans le décor. Il n'y a rien à faire. Et vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui a décidé de faire carrière dans la politique qu'il n'est pas capable d'aller à une élection, même s'il doit être battu. Vous ne pouvez pas. On ne peut pas comprendre ça. Et moi, personnellement, je ne peux pas comprendre que le PRD qui existe depuis et qui a assisté à toutes les luttes politiques dans notre pays depuis le renouveau démocratique, qu'on se lève aujourd'hui et qu'on dise que ce parti-là ne peut pas aller aux élections parce que je ne conçois pas, je ne comprends pas, je ne veux pas comprendre. Le Bloc républicain est né quand? L'Union progressiste est né quand? Ce sont des partis nationaux, n'est-ce pas? Partis nationaux ou pas partis nationaux, je dis, c'est une injure qu'on me dise aujourd'hui que FCBE, on a connu FCBE, qu'on le veuille ou non, ils ne sont plus au pouvoir, mais tous ces députés dont vous parlez aujourd'hui, c'est des députés FCBE. Bloc de la majorité présidentielle ou parlementaire ou pas, c'est des députés, je vous dis, FCBE. Ça veut dire que FCBE existe et ne serait-ce que pour ça. Mais quand même, cette affaire d'aller vous conformer là, pour avoir 15 quoi? Pas commune de 15 membres. 15 membres fondateurs. Vous vous rappelez si nous avons fait ce débat, on a fait un débat où on a dit, tout à fait, si un ancien président de la République se porte candidat aux élections présidentielles, qui va perdre son statut d'ancien président de la République. Et je me suis posé la question de savoir, mais attends, ça veut dire quoi? Il va perdre son statut d'ancien président de la République. C'est possible ça?
Mais ça a été rectifié. Pardon. En son temps, il y a eu quelqu'un sur le plateau ici qui tenait des discours. Et je me pose la question, mais on est où là? Celui qui a été président de la République, il a été et il s'est ad vitam aeternam. Un parti qui est créé depuis 1990 et vous lui demandez d'aller chercher 15 membres fondateurs aujourd'hui. C'est-à-dire que... Mais attends. Vous ne voyez pas l'incongruité de la situation? Il y a une incongruité. Tout ce que vous pouvez demander, ce n'est pas membre fondateur, mais allez nous donner la preuve que dans chacune de nos communes, dans chacun de nos arrondissements, vous avez au moins 15 personnes qui sont membres du parti. Mais plus membre fondateur. Fondateur comment? Non, mais Jasper Zo, disons-nous la vérité. Donc, avec la posture du chef de l'État, il y aura des députés qui vont se retrouver en quelque sorte humiliés parce qu'ils ont été ardents défenseurs de cette législation, mais se retrouvent que cette législation se retrouve vraiment polémiquée avec des dispositions controversées. Bon, humilié, je ne sais d'où vous tirez ce propos. Celui qui a été humilié, c'est le peuple béninois à partir de ces dispositions scélérates. Merci. C'est-à-dire, c'est du discrédit. Si vous suivez la presse internationale, je vous ai dit, je suis tombé malade là. Il y a un confrère sénégalais qui a balancé un brûlot tout récemment, il y a 4 jours à peine. Mais moi, j'en ai eu mal. Je voudrais vous dire, il a cité ce que moi je voudrais appeler une incongruité monumentale, mais il y a mieux. Il y a mieux. Lorsque, par exemple, pour reprendre Eric Houndété, le député, je voudrais dire ceci. Vous aviez contracté un mariage depuis 25 ans. Vous vivez déjà avec votre épouse, ou votre épouse vivait déjà avec son époux, et puis brutalement, un beau matin, on vous dit il y a de nouvelles dispositions qui régissent la vie conjugale. Pour autant, allez-vous remettre en cause votre mariage d'il y a 25 ans ou alliez-vous maintenant arborer les nouveaux tests? La question est simplement là. Mais on semble dire à ceux qui sont déjà mariés depuis 20 ans que à partir de la nouvelle charte et du nouveau code, leur mariage est nul et non avenu. Donc ils n'ont jamais été mariés. C'est aussi simple que cela. Et c'est ce que le législateur a refusé en disant que la loi n'est pas rétroactive. Mais nous, au Bénin, nous faisons tout pour activer la rétroactivité d'une loi. On l'a fait à plusieurs lois. Même la criette. Non, mais aujourd'hui, face à la situation, est-ce qu'on peut jeter le tort au chef de l'État ou bien au législateur, finalement? Bon, mais je le dirai tout à l'heure, quitte à m'embrouiller avec mon vis-à-vis. Oui, moi, je pourrais jeter le tort au chef de l'État parce que ce sont ses ouailles. Ce n'est pas insultant, hein. Ça ne doit pas prendre une connotation insultante quand je parle de douaille. Bon, alors... C'est votre déclaration et ça vous engage? Non, mais quand on parle de douaille, vous savez, non, mais écoutez... C'est un peu fort quand même. Non, c'est pas péjoratif. Non, c'est pas péjoratif. C'est nous qui déplaçons les choses de leur contexte normal. Et on dit, comment est-ce que... C'est comme l'autre là qui m'a dit, il m'a traité d'individu. Tout comme s'il ne pouvait pas être un individu. Je ne vais pas lui pardonner ça. Mais je suis un individu. Donc en gros, le chef d'État a blâmé Antcrif parce qu'en fait, ceux-là qui se réclament de lui et qui ont pris un certain nombre d'initiatives, le chef d'État a des retours. Il a eu des retours. Il est très bien renseigné. Il est renseigné régulièrement, il est renseigné officieusement, il est bien renseigné pour tout dire. Il est ami à beaucoup de députés avec qui ils échangent. Mais alors, dire qu'aujourd'hui, le chef d'État n'y avait rien vu venir, c'est faux. Il avait vu, peut-être qu'il avait même pris part à tout ce qui avait été... Mais si les députés du BMP l'avaient rassuré? Oui, évidemment. On revient à la même chose, qu'il était bien briefé. Alors, mais mon confrère l'a dit, il a dit tout à l'heure, j'espère que vous l'écoutiez tantôt. Tout à fait. Où il disait que beaucoup, même des gens de la société civile, avaient averti, avaient tiré la sonnette d'alarme. Ces lois sont des lois qui vont nous arriérer.
les députés ont dit. Certains ont regardé le président de l'Assemblée en face comme ça pour lui dire, en langue locale, ben, attention, monsieur le président de l'Assemblée, là où vous allez vous engouffrer dans un labyrinthe. Ses propres membres de parti le lui ont dit. C'est dire donc qu'on savait il y a quelques mois déjà en arrière que ce qu'on faisait était mauvais. Mais ceux qui étaient au pouvoir, avec ce qu'il a dit, je le reprends, ils étaient tellement imbus de ce qu'ils avaient entre les mains. Sous les tropiques, c'est comme ça. C'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir ont tendance à croire qu'ils ont un droit de vie et de mort sur leurs compatriotes. Donc on s'est dit... Est-ce que c'est une question de droit de vie ou de mort, ou bien ils étaient rassurés de l'importance de leur réforme, pas de l'importance de leur réforme. Ils avaient la majorité. Il y avait une minorité qui disait ce n'est pas bien. Et la démocratie, c'est la dictature de la majorité. Il n'y a pas de problème. Mais là, parfois, il faut tenir aussi compte de ce que dit la minorité. Ce n'est pas parce que vous êtes plus fort que vous voulez que tout le monde aille à la potence, que tout le monde va se mettre à aller à la potence. À l'arrivée, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le chef de l'État se retrouve avec une situation inextricable. Et là, quand mon confrère me disait tantôt que bon, il ne partage pas mon point de vue, je suis d'accord avec lui. Mais moi, par exemple, je n'ai pas de laurier à jeter au chef de l'État, je n'ai pas de fleurs à lui jeter, parce qu'en fait, je me dis... Il n'y a pas de lauriers qui le sont jetés. Fernando Resso a juste reconnu... Il lui dit bravo, quand on dit bravo à quelqu'un, c'est qu'on lui a jeté des lauriers. Non, il a juste reconnu... Mais il n'a pas mal fait de le dire, parce que c'est son sentiment, et je le respecte d'ailleurs. Mais moi, par exemple, ce n'est pas le même sentiment que j'ai le sentiment d'un président qui a été acculé, qui était dos au mur, et qui a abdiqué. Fernando Resso. Vous savez, l'abdication est salvatrice aussi. Oui, tout à fait. Je suis d'accord, ça nous a sauvés. Un Japonais n'abdique jamais. Ça, c'est les samouraïs. Ils sont prêts à se faire harakiri. Ils se tuent eux-mêmes. Mais l'empereur Hirohito, en signant l'acte d'abdication, a sauvé son peuple. Imaginez, hein, 6 août, 9 août, il y a déjà eu Hiroshima et Nagasaki. Quand ça fait bam une seule fois là, c'est minimum 100 000 personnes qui meurent sur place. Et sur au moins 2 décennies. Sur des générations. Oui. Parce que c'est la bombe atomique. Sur des générations. Cela continue des gens continuent de naître mal formés. Et ça, nous devons le comprendre. Et si nous comprenons ça, et que responsable, c'est le cas Mathieu Kérékou, en 88, quand les gens lui ont jeté la pierre, mais celui qui a jeté cette pierre-là, on pouvait la battre. Il a été le premier, parce qu'il sait, en tant que soldat, il sait la réaction de ses gardes-corps. Quelle doit être leur réaction? Ben, ils vont vous aplatir d'abord. On ne trouvera même pas vos corps. Et on verra le reste après. Il a intervenu en même temps, il dit ne tirez sur personne. Et puis quelque chose l'a inspiré. Il passait, il était non loin de l'église Saint-Michel. Il a pris la direction de l'église. Et quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Au lieu de continuer à lui jeter la pierre, les gens se sont arrêtés. Ça signifie quelque chose. C'est pour ça que je dis, si nous reconnaissons aux gens l'effort qu'ils ont fait, même si c'est sous la contrainte, la prochaine fois, ils vont se dire, je ferai mieux. Sinon, j'ai un ami, chaque fois qu'il récitait ses leçons, il finit de réciter, on a dit, bon, à tel endroit, tu as dit le au lieu de là, 10 coups. Quel que soit Alpha, lui, il a au moins 10 coups. Oh là là. Et puis, à un moment donné, il a décidé de ne plus apprendre ses leçons. Parce que... Et dès qu'on appelle, on dit Daniel... Il dit 10 coups. Non, il dit 20 coups. Parce que c'est que si je récite mes leçons et je mets le à la place de là, c'est au moins 10 coups. Oui. Donc, le maximum, c'est les 20 coups. Oui, oui. Leçon non sûre, 20 coups. Dès qu'on dit Daniel, il dit 20 coups. Il s'est mis dans la posture. Terminé. Vous voyez, c'est pour ça que je fais cette digression. Il faut qu'on le reconnaisse. Pour revenir... Aujourd'hui, face à la situation, oui. que pourrait faire l'Assemblée nationale aujourd'hui? Est-ce qu'elle pourra véritablement sortir le pays de l'impasse? Mais pourquoi pas? Ils sont là pour ça. C'est eux qui font les lois.
et on peut sortir une loi pour corriger les erreurs de la loi qui aujourd'hui nous crée des problèmes. Quitte à revenir sur ça là, après, à toiletter la chose pour rendre ça plus digeste. C'est clair et c'est net. L'Assemblée nationale, en 24 heures, 48 heures, peut nous sortir quelque chose de bien. La Cour constitutionnelle, le président de la République va la promulguer, la Cour constitutionnelle va vérifier la constitutionnalité, et puis ça y est. Justement, Josper Zanago, aujourd'hui, l'Assemblée nationale, comme l'a évoqué tout à l'heure Fernando Khessou, pourra véritablement, à votre avis, nous sortir de l'impasse également? C'est possible, mais il y a un petit mais. Hein. Moi, je ne suis pas juriste et je me pose la question de savoir s'il ne se trouverait pas des esprits malins pour nous rappeler le protocole additionnel de la CEDEAO qui dit qu'à 6 mois avant les élections, il ne devrait pas y avoir ce genre de changement parce que modifier la loi voudrait dire qu'on a changé les règles du jeu à 6 mois avant les échéances. Bon, mais si d'autres experts arrivent à prouver le contraire, ça marche. Autrement, moi, je me rangerais du côté de ceux qui estiment que reconduire l'ancienne loi électorale qui a fait ses preuves est moins compliqué que d'aller maintenant rafistoler. Vous voulez que l'ancien code électoral... C'est pas voler, je suggère. C'est une suggestion. Mais est-ce que ça n'aurait pas des effets corrosifs? C'est-à-dire si on autorisait une fois encore, Fernando Khessou, si on autorisait encore une fois encore qu'on parte avec l'ancien système partisan, avec l'ancien code électoral, est-ce que les blocs ne vont pas s'éclabousser? Non, pas du tout. Ils sont déjà des partis politiques. Parce que... Ils sont des partis politiques. Mais c'est des partis politiques. C'est des blocs ou bien des partis politiques? C'est des partis politiques que c'est des partis politiques, ne parlons plus de blocs. Oui. Au départ, on parlait de blocs républicains, mais maintenant, c'est un parti politique en bonne et due forme. Donc, de ce point de vue-là, il n'y aura pas de souci. On dit, vous savez, le consensus a valeur constitutionnelle. Et si nous restons dans ce schéma-là, on va comprendre qu'il y a eu du rafistolage pour sauver les meubles. Tout à fait. Sauver les meubles. Oui. Parce que c'est de ça qu'il s'agit en ce moment. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. À votre avis, Josper Zanago, j'ai une question à vous poser, ce n'était pas prévu. Vous avez lu le communiqué du PRD? Le PRD qui a sorti le communiqué au sujet du fait ils ont fustigé un peu. Oui, quel est mon avis là-dessus? Oui, bon, mais ça dit... Parce que ça jette un peu de discrédit sur l'institution quand le PRD parle d'exclusion. Ah non, mais ce n'est pas du discrédit qu'il s'agit. Ça dit... Mais le mot exclusion, oui, n'est pas péjoratif? Tout à fait. Beaucoup de partis devront ou ont eu déjà à se plaindre de leur exclusion par la Sénat. Bon, maintenant, si de façon régulière, ou alors du moins, si par écrit, le PRD l'a notifié et a demandé même à ce que la Cour constitutionnelle soit saisie par ces instances habilitées, moi je trouve que c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de discrédit du tout. Maintenant, si par ricochet, cela discrédite la Sénat est faite pour recevoir ce genre de coups. Non, donc, la Sénat n'est pas exempte. Donc, à votre avis, il n'y a pas péril à la demeure? Non, pas du tout. De toutes les façons, je l'ai dit tout à l'heure, la Sénat est dans son rôle. Oui. Ce n'est pas la Sénat qui a exclu quelqu'un. Je continue de le dire. Parce que quand j'étais à l'ODEM, nous avons connu d'un dossier contre un membre de l'ODEM. C'était des transporteurs. Quand on les a invités à venir à la rencontre, à la confrontation, le monsieur, il était juste arrivé par politesse pour nous dire qu'étant entendu qu'il a appris que celui contre qui il s'est plaint est membre de notre bureau, que lui n'assistera pas à cette séance parce qu'il connaît déjà le résultat. Nous, on a rigolé. Et comme il était arrivé à l'heure où la séance devait commencer, les échanges qu'on a commencé avec lui, on lui a dit, la séance a déjà commencé. Hein? Je vous dis, on lui a demandé de parler, de reprendre ce qu'il reproche à son protagoniste. Et il a repris ce qu'il lui reprochait. Et on a demandé à l'autre de répondre
L'autre, il a répondu. Et à partir d'un moment donné, étant entendu que l'autre est membre de l'ODEM, on l'a prié gentiment de sortir parce qu'il ne peut pas assister à une délibération sur un cas qui le concerne. C'est un cas qui le concerne. Je vous dis, lorsqu'on lui a demandé de sortir, son protagoniste a dit « Ah bon ?» C'est si bien organisé. Non. Alors là, vraiment, le monsieur s'est mis à s'excuser. Vous me suivez? Et on lui a dit non, on a compris. On a compris. Bref, c'est une manière de vous dire, si on veut être responsable, on le sera jusqu'au bout, ou il faut l'être jusqu'au bout. Je ne parle pas des brebis galeuses. Parce qu'il y a des députés aujourd'hui qui sont en train de réfléchir Comment torpiller tout ce qui se à passe. quoi faire pour que l'opposition ne vienne jamais dans le jeu. Jamais. Parce qu'ils sont pas rassurés. Exactement. Ils sont pas sûrs de revenir au Et Parlement. c'est ceux-là qui veulent nous mettre les bâtons dans les roues. Dans les roues. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Parlons justement de ces députés de la mouvance présidentielle. On connaît déjà les différents positionnements au niveau de l'Union progressiste, au niveau du bloc républicain. Jos Anago, quelle appréciation vous en faites, ces positionnements qui ont été effectués? Est-ce que ça reflète ou ça relate, je dirais, l'idéal qu'a tout le temps voulu le chef de l'État de la promotion de la jeunesse et des femmes? Merci. Vous savez, c'est une question, à la limite, c'est une question fermée là, que vous me posez. Je l'aime bien cette question parce que ma réponse est aussi simple, ça ne me demande même pas de réflexion. Non, ça ne marche pas. Une telle liste, c'est cela. La question est fermée, c'est aussi simple que cela. Donc, votre question mérite donc cette réponse, à savoir, ça ne passe pas. Et quel commentaire alors? Voilà, le chef de l'État, ou alors les amis du chef de l'État, les amis politiques du chef de l'État l'ont trahi, ou alors le chef de l'État a trahi et les femmes et les jeunes. Parce qu'ils sont très peu présents, alors là, presque pas du tout. Ou alors les positionnements sont tels qu'ils sont à 1000 lieues un jour de sortir la tête de l'eau si le premier était élu sur la liste. Donc ils sont mal positionnés pour ceux qui ont eu l'opportunité d'être positionnés. Et lorsque vous regardez bien tout ça, certains confrères l'ont titré, comme cela se doit d'ailleurs, en disant que le chef de l'État a su bien féliciter ses amis fidèles. Les amis fidèles sont les politiciens qu'on a toujours rencontrés depuis 10-15 ans. Et les amis sont ceux qui sont restés dans les coulisses et qui ont managé avec le chef de l'État. Les amis, ce sont les amis. Mais ce n'était plus à l'arrivée les jeunes ni les femmes. Pourtant, à l'Assemblée, ces mêmes députés du BNP sont allés jusqu'à proposer une loi pour qu'on impose la femme. Moi, je ne suis même pas qu'on impose la femme. La femme est méritante, la femme béninoise est méritante. Elle a de la valeur. Il suffit seulement qu'au sein des partis politiques, déjà qu'on nous démontre une volonté politique, la valeur qu'on accorde à la femme. Mais ça n'a pas été le cas. Et je suis désolé de constater que le chef de l'État n'a pas su tenir sa promesse. Merci. Alors, Fernando Khessou, Jean Spirzo parle de récompense aux amis. D'autres confrères, sans voiler les choses, parlent de récompense aux députés du BNP face aux lois qui ont été votées. Est-ce qu'à votre avis, vous ne voyez pas une autre lecture? Parce qu'on pourrait estimer que si on ne positionnait pas ces députés, ils pourraient aller combattre ces jeunes sur le terrain. Déjà avec le départ d'un certain Bruno Amoussou, d'Antoine Idikola Olé et d'autres, je dirais, acteurs charismatiques de la vie politique nationale du Bénin. Première observation, personnellement, je n'accepte pas et je n'accepterai jamais qu'on décrète la jeunesse au pouvoir. La jeunesse au pouvoir avec quelle expérience? Avec quelle expérience? Même déjà sur le plan professionnel, là, les jeunes avec lesquels moi je travaille, là, je ne vois rien. Et on va les envoyer à l'Assemblée nationale. Il y a quelques-uns. Deux, pardon, tu as dit quelques-uns. Et c'est comme ça qu'un pays se forme. Il y en a quelques-uns qui vont monter inch by inch. Step by step. Step by step. Donc, pas à pas. Mais les gens sont pressés. Ils ne maîtrisent rien à rien. Et vous me dites, il faut dire la jeunesse au pouvoir. À côté, les femmes,
Jo Perzo, Il y en a de méritantes. quelqu'un t'a dit que les femmes béninoises ne sont pas méritantes? C'est ce que j'ai soulevé tout à Non, non, l'heure. est-ce que quelqu'un a dit ça? Pas du tout. Non, mais le chef de l'État disait un jour dans une interview chaud. que s'il y a des méritantes, elles seront Jo Perzo, Ouais. Jo Perzo, Oui. c'est une dame qui disait, lorsqu'on l'a approchée pour être ministre, elle a dit jamais de la vie. C'est une Béanzin. Elle aurait pu être ministre dans les années 60. Jamais de la vie. Nous sommes combien au Bénin à avoir permis à nos femmes, à nos sœurs, à nos cousines, à nos enfants, vous me suivez, d'aller faire du militantisme politique. On est combien pour qu'aujourd'hui, 19 ans seulement après le début du 21e siècle, on dise elles sont suffisamment méritantes, on peut les jeter à l'eau. Voilà. Il y aura des casses, s'il vous plaît. Parce que, déjà, pour que les femmes travaillent, c'est la croix et la bannière. Et je connais des hommes politiques très haut placés On dans est le 8 notre mars pays aujourd'hui, monsieur. qui n'ont pas permis que leurs femmes travaillent. À cause de ce que vous savez, le harcèlement sexuel, le droit de cuissage, tout cela qui a trait. On vous aura compris. Non, je n'ai pas encore fini. Ok, allez-y, nous sommes presque à la fin de cette émission. Sans parler du fait que combien de filles envoyons-nous à l'école? Le slogan égalité des sexes dans le domaine de la scolarisation, lorsqu'on l'a lancé dans les années 90, on a dit d'ici à l'an 2000. On est arrivé à l'an 2000, on n'a pas eu égalité des sexes dans la scolarisation. On est d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même en Europe aujourd'hui, ce n'est pas encore atteint. On n'a pas encore atteint. Et aujourd'hui, j'ai suivi sur des radios au plan international les femmes françaises qui continuent de se battre pour avoir le même salaire que les hommes à égalité de diplôme. Vous voyez? Alors que ça, là, au Bénin, ça existe. Tu es professeur certifié, tu rentres à la fonction publique, homme comme femme, vous émargez, c'est le même salaire. On t'engage dans la fonction publique béninoise, c'est le même salaire qu'on applique. Donc, pour revenir à ce que nous disions, positionner les jeunes et les femmes, ça ne se décrète pas. Mais les politiciens l'ont décrété. Ils l'ont décrété, oui. Maintenant, dans les faits, l'application était complexe. L'application, est-ce que ça a été possible? Ça ne peut pas être possible. Donc, soyons patients. Je suis pour des réformes intelligentes, des réformes constructives, des réformes à valeur, des réformes à visage humain. C'est extrêmement important. Si nous y allons comme ça, vous allez voir, notre pays va prospérer. Merci à vous, Fernando Khessou, pour vos interventions, vos diverses interventions très riches et très intéressantes d'ailleurs. Merci. Je vous promets aux amis internautes d'être toujours disponibles pour nos émissions. Absolument, absolument. Parce que vous avez les très chargé. L'agenda est très chargé. Est-ce que je vais dire que je ne les aime pas, vos internautes? Je ne peux pas oser le dire. Vous savez, je suis le secrétaire général du Comité national olympique et sportif béninois. Mais je travaille dans une institution aussi parce qu'il faut que je gagne mon pain. Tout à fait. Donc, on vous aura compris. Et indépendamment de ça, dans le domaine sportif, je suis également militant. Moi, je ne suis pas une génération spontanée. Non, pas du tout. Tout à fait. Merci à vous, Fernando Khessou. Vous êtes journaliste, analyste et reporter sportif. Vous étiez face à Jasper Zoanago, directeur de publication du quotidien La Dépêche. Mesdames et messieurs, c'était Info Hebdo sur EZAE Télévision. Merci pour l'attention. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.bj.